Dans le cadre de notre sélection officielle en compétition des films documentaires, on a présenté les films Complexe des salamandres. Pourquoi les Complexes des salamandres pour ce film magnifique? Le titre? Le titre. Bon, le titre, ça a été compliqué, hein. C'est un film qu'on a fait. C'est un film qui a été pas compliqué à produire parce que finalement, on a trouvé l'argent pour le produire assez facilement. Mais par rapport au mécanisme de financement en France, il fallait qu'on ait une chaîne. On a eu d'abord Vosges TV, et puis ensuite France 3 Lorraine, et puis France 3 National. Donc on a fait deux versions du film. Il y a une version pour la télévision, une version de 52 minutes, qui s'appelle Le Cristal et la Fumée. Le Cristal et la Fumée, c'était notre titre original, c'est le titre du dossier, c'est le titre qui a circulé dans les commissions. Et pour la version longue, donc il fallait trouver un autre titre. Et donc le complexe de la salamandre, bon évidemment il faut avoir vu le film pour comprendre un peu le sens de ce titre. Mais c'est un titre qui a l'avantage pour un spectateur qui ne connaît rien du film, de créer une sorte de mystère, quoi, de créer peut-être aussi une envie, un désir de voir le film, quoi. Parce que nous aussi, dans notre synopsis que vous nous avez donné pour présenter votre film, on n'a pas vu beaucoup. C'était un petit extrait de synopsis, la photo qui parle, on utilisait certaines images de votre film dans notre bande-annonce. C'est un petit peu mystérieux. Un artiste qui se promène avec une aile d'ange dans la forêt ou dans un ascenseur, c'est déjà... réveille la curiosité des spectateurs de venir. Comment, selon vous, les spectateurs qui ont vu votre film ici pendant les festivals ont réagi? Ah bah nous, on a trouvé que enfin moi j'ai trouvé, puisque c'est un film qu'on a co-réalisé avec Serge Teillier. Et bon, Serge n'était pas là, mais moi j'ai trouvé que vraiment les réactions de la salle, la discussion qu'on a pu avoir après, qui aurait pu d'ailleurs durer beaucoup plus, était très intéressante. Bon, les gens sont pour certains fascinés par l'œuvre, pour d'autres plutôt fascinés par le personnage. Pour nous, je dirais qu'on a plutôt été, en tant que réalisateur, intéressé par le personnage, hein. Moi, je l'avais rencontré... Il s'agit de Patrick Neuil. Oui, donc l'artiste, c'est Patrick Neuil. C'est un artiste contemporain, plasticien, qui touche à plusieurs techniques. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour produire ses œuvres, qui adapte... des techniques quand il en a besoin. Et en fait, c'est un artiste, bien sûr, enfin, ça nous intéressait de faire un film sur un artiste, mais comme je l'ai dit au moment de la discussion, ce qui nous intéressait le plus, c'était quand même cet être humain, quoi. Cet homme qui parle pas beaucoup, qui ne parle surtout pas pour ne rien dire, qui quand il parle est... économe il est économe en parole, mais il n'est pas économe avec ses mains. La création qu'il fait, parce qu'il parle à travers ses œuvres. Voilà, c'est un des grands, un des grands aspects du film, c'est d'interroger la question du langage. Donc lui, bon, c'est quelqu'un qui vient d'une région où on parle le français et le plate, hein, donc ce dialecte mosellan. Et j'ai oublié la question. Oui, oui, la question du langage. Il parle beaucoup plus. Le langage, voilà, pour lui, c'est l'art. Oui. Donc c'est quelqu'un qui beaucoup mieux avec le langage de l'art qu'avec le langage des paroles humaines. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a, pour communiquer, finalement, adapté, trouvé son langage, quoi. Et le langage passe effectivement par ses dessins, ses créations. Mais cette question du langage, elle est vraiment au cœur du film, hein, puisqu'il est marié avec une femme chinoise, donc il parle avec lui en français, mais qui, quand elle communique avec ses parents qui sont restés qui sont en Chine, elle parle en chinois. La question du langage se retrouve aussi dans les discussions qu'il peut avoir avec ses parents, par exemple, avec lesquels il parle en dialecte et en français. Mais également avec des professionnels, entre guillemets, du langage de l'art, hein, puisque le directeur du Palais de Tokyo qui intervient dans ce film, Jean Deloisy, est quelqu'un qui a une parole au contraire très aisée, c'est quelqu'un qui parle bien, qui a toujours quelque chose à dire sur les œuvres. Et donc cette question des langages qui se confrontent, bon, c'était vraiment pour nous très intéressant, enfin c'était au cœur du film, dès l'écriture. Combien de temps vous avez mis pour tourner ce film? Alors, on a tourné ce film sur une année,
du mois de juillet au mois de juillet. On a tourné régulièrement. Et puis, parce qu'une des dimensions du film aussi, c'est de montrer le temps qui passe. Hein. C'est un film qui a un rythme très particulier, un rythme plutôt lent, qu'on impose très tôt au spectateur dans le film. Et que le spectateur l'accepte assez rapidement, à cause des beautés de l'image que vous présentez. En tout cas, il faut qu'il l'accepte, parce que sinon, c'est vrai qu'il est... On se sent bien dès le départ des films, on attend le résultat final de l'œuvre d'art et aussi le résultat du film. Oui, oui, on n'est pas dans un film... aussi fragmenté que ce qui se produit actuellement, quoi. On voulait être dans un rythme particulier parce que c'est pas un goût personnel, c'est parce que voilà, cet artiste, Patrick Neuil, est dans un temps particulier. À la fois un temps, le temps où il fait les images, le temps où il fait son œuvre, mais le temps, son temps même en ce qui concerne la vie quotidienne, quoi. C'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Donc cette question du temps était très importante et on voulait donc passer une année avec lui pour pouvoir aussi montrer que les saisons avaient une influence sur son travail, le rythme, voilà, le rythme n'est pas le même en hiver qu'au printemps. Oui, on le voit dans la forêt, on le voit dans la neige, marcher dans la neige. Voilà, oui, oui, oui. On le voit à Paris, voilà. Se promener avec une aile sur le bras. Oui, oui, oui. C'est les images, je pense que tout le public qui a vu les films était séduit par les beautés des images. Oui, oui, ça je crois que c'est quelque chose qui ressort, qui est ressorti. Et comment vous avez aussi travaillé justement sur le photo des films est-ce que vous avez repéré les endroits où c'est les endroits où Patrick va créer ses œuvres ou réfléchir sur la création de ses œuvres? Oui, oui, c'est un film qui est très écrit, hein, c'est un film plutôt mis en scène, hein, on est plutôt sur une forme de film voilà, très posée, très... Donc effectivement on avait repéré des scènes qui nous intéressaient, des scènes de vie quotidienne, des scènes de travail. On avait pris le parti de tourner beaucoup en lumière du jour, ce qui se ressent beaucoup dans le film. Hein. On a travaillé... bon, il y a des séquences qu'on appelle, nous, séquences oniriques, qui sont des séquences où les œuvres sont de façon très fugitive présentées comme ça aux spectateurs. Là, l'éclairage est un éclairage totalement artificiel, totalement voilà, composé, recomposé. Mais dans les séquences de travail ou de vie quotidienne, on voulait vraiment retrouver l'atmosphère dans laquelle travaille Patrick, c'est-à-dire la lumière naturelle. C'était quoi plus difficile pendant les tournages? Parce qu'il y a des scènes qui sont assez délicates, par exemple le dessin sur le verre avec le fumée des bougies. C'était quoi plus difficile de filmer? C'était pas peut-être la scène plus difficile, mais... Oui. Je dirais que pour le tournage, on n'a pas eu de grandes difficultés parce que on a eu la chance d'avoir un personnage qui s'est rendu disponible. Hein. C'est quelqu'un qui... voilà, personne n'intervient dans son travail, mais du coup, dans notre travail à nous, il a respecté les moments de mise en place. Et à partir du moment où il se mettait au travail, que ce soit pour dessiner dans la fumée du verre ou que ce soit pour coller des ailes d'abeilles ensemble, c'est quelqu'un qui se concentre très vite et qui est très concentré. Du coup, nous, on pouvait tourner autour, mais c'est vrai que avant de tourner une séquence, elle était préparée, elle était pas découpée comme on peut le faire dans une fiction, mais pas loin, quoi. Là, on savait qu'on allait avoir une variété de plans. Ce qu'on voulait montrer beaucoup, c'est le geste de l'artiste. Hein, ça, c'était pour nous essentiel. Et ses mains qui travaillent, quoi. Vous avez dit que votre scénario, il était écrit de films, mais vous ne lui avez pas imposé certaines œuvres pour la création. C'est lui qui crée les œuvres, c'est ses propres idées. C'est pas vous qui avez demandé de faire la masque avec les ailes des abeilles. Non. Effectivement, il a une liberté totale pour ce qu'il produit. En revanche, on lui a demandé, par exemple, d'installer une œuvre qu'on aimait beaucoup, qui est une armure qu'il a mis 10 ans à réaliser en cristal. Ça, on lui a demandé de nous proposer un endroit dans la nature où il pouvait l'installer. Tout simplement parce que bon, c'est une œuvre qui est vraiment magique quand on la découvre comme ça in situ. Mais c'est une œuvre qui, quand on l'a vue photographiée dans des catalogues, sur des sites internet, on trouvait qu'elle était toujours très mal photographiée. Parce que c'est une œuvre compliquée à photographier. Il y a de la transparence, il y a des reflets, Et là, on lui a demandé de nous proposer un endroit pour l'installer. Il nous a montré plusieurs endroits. Et il y avait cette clairière qui est un endroit où il jouait quand il était enfant, au milieu de laquelle il y a un arbre mort. Et ça nous a convenu parce que le sol est un sol un peu tourbeux, comme ça, un peu... un peu noir, et donc ça nous permettait de filmer l'œuvre dans des conditions idéales, avec
avec peu de lumière en plus, puisque la lumière traverse la forêt, traverse les arbres. Bon, ça c'est quelque chose qu'on lui a imposé, mais évidemment, on ne lui a pas dit... était d'accord avec, sinon il n'aurait pas accepté. Oui, il était d'accord. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui accepte les conditions de... Voilà, c'est quelqu'un qui, quand il accepte jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire que quand on lui demande quelque chose, à partir du moment où il a dit oui, voilà, il ne revient pas sur sa parole, jamais, mais en même temps, il aurait pu dire non aussi, il aurait pu dire, non, ça correspond pas à mon travail, puisque en fait c'est quelqu'un qui parle beaucoup de son travail, hein, c'est quelqu'un qui utilise jamais, c'est très rare qu'il parle d'œuvre, c'est très rare qu'il dise je suis en train de réaliser une œuvre, il dit voilà, je fais mon travail, quoi. C'est quelqu'un dont la vie est consacrée à un travail, qui est ce travail de création. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes pendant le tournage de ce film? Parce que vous dites qu'il durait 1 an, vous êtes devenus presque amis, vous étiez une partie de cette famille. Mais on a l'impression, quand on regarde les scènes de vie quotidienne, qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges de paroles, tout est presque dans les gestes ou entre les personnages des films, qui sont Patrick, son épouse et ses parents, qu'on les voit, et c'est des amis, et aussi des directeurs du musée qui vient pour l'exposition, qui prépare le musée, à parler de Tokyo, si je ne me trompe pas. Oui, parler de Tokyo. Votre caméra était presque invisible, on ne les voyait pas, malgré qu'il y avait une mise en scène. Oui. Comment vous avez réussi de vous positionner dans leur vie quotidienne, sans les gêner, que ça ne se voit pas trop que vous êtes là? Je crois que c'est lié à la préparation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui interviennent dans le film, on les a rencontrées, certaines une fois avant le tournage, certaines plusieurs fois. Et quand les personnages, avant qu'on tourne, il y avait toujours un grand temps de préparation, un grand temps de mise en place. Et surtout, on leur disait d'être vraiment eux-mêmes à partir du moment où une séquence commençait. On ne leur demandait pas quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, quoi. On n'allait pas demander aux parents de parler de l'œuvre de Patrick, ni au directeur du Palais de Tokyo de parler je sais pas, de sa vie quotidienne, quoi. Donc chaque personnage est dans son rôle. Nous, on a installé un décor, une mise en scène, mais à partir de là, c'est le réel qui prend le dessus. Et là, il peut se passer n'importe quoi, hein. Il peut tout se passer. Et par exemple, il y a une scène, tu parlais d'anecdotes, la scène qui est tournée au Palais de Tokyo à la fin avec la colonne de verre. Bon, là, il faut imaginer un chariot de travelling, il faut imaginer une équipe assez lourde autour. Et à un moment donné, Jean Deloisy, qui est au Palais de Tokyo, c'est très difficile de la voir parce qu'il est toujours occupé. Voilà, on réunit tout le monde, on dit on va tourner la scène. On se prépare, on lance le moteur, il commence à discuter, et là, les verres de la colonne commencent à éclater. Donc là, le réel, on n'avait évidemment pas du tout imaginé qu'il pouvait se passer ça. Mais le fait que ces verres commencent à éclater et que la colonne menace de s'effondrer fait que on a une situation très enthousiasmante pour les cinéastes. Et pas imprévu avec les scénarios. Non, alors là par contre c'est totalement imprévu. Oui. Stéphane, votre film déjà, il l'a vu au festival, il était, si je ne me trompe pas, présenté la version courte à la télévision, à France 3. C'est déjà le 2e festival, à très peu de temps. C'est le 3e festival. 3e festival, et bientôt on aura l'occasion de nouveau de le revoir à Nancy. Oui. Ce sera... Alors il sera diffusé le 20 novembre à 20h15 au Caméo de Nancy, dans le cadre du mois du doc. Donc c'est Film en Lorraine, l'association Film en Lorraine, qui organise pour le mois du doc une sélection de films, lorrains ou pas lorrains, enfin des films en tout cas qui ont quelque chose à voir avec la Lorraine, et le film sera visible à ce moment-là. Et l'entrée, je pense, pour ça sera gratuit. Oui. Et l'occasion de voir un très bon film, parce qu'il est déjà sélectionné à notre festival. Mais je voulais aussi revenir sur notre festival. Vous étiez parmi les fondateurs de ce festival, il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous n'êtes pas membre de l'association, vous êtes sélectionné avec votre film. Quel regard vous avez sur l'évolution du festival ou même d'art cinématographique à Nancy particulièrement? Parce que vous enseignez aussi à UT Charlemagne, vous êtes journaliste animateur d'émissions de culture sur France Culture. Comment vous voyez l'évolution de l'art cinématographique à Nancy de ces 20 dernières années? Bon alors... Il y a plusieurs questions. Oui. Bon, effectivement, moi je me souviens, il y a 20 ans,
ça devait être au mois de janvier ou février, d'un petit groupe d'étudiants qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont dit voilà, on voudrait faire un festival, on a trouvé un lieu, la Manufacture. Est-ce que vous pouvez y participer? Est-ce que l'IECA va y participer? Bon, à l'époque, je dois dire que moi-même, j'étais un peu frileux, quoi. Je suis toujours frileux, quelquefois les soirs, même d'été ici. Bon, mais cette équipe d'étudiants, enfin ce petit noyau d'étudiants, d'ailleurs dont faisait partie Sylvain, Sylvain Mariette, qui a été longtemps président du festival, hein, c'est ça, oui. Enfin de l'association, oui. Donc voilà, ce sont des étudiants qui étaient très motivés, qui nous ont mis en confiance. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de festivals de cinéma. À Nancy, il y avait eu, par exemple, le FUFU, le festival universitaire du film underground, qui avait comme ça laissé une trace dans ceux qui avaient pu le connaître. Mais il n'y avait pas beaucoup de festivals de cinéma. Le fait de faire un festival en plein air, un festival avec une programmation très large, bon, ça nous a intéressés. Moi, je me souviens il me semble que c'était pour la première édition. Dans cette cour, on a vu Dial M for Murder, donc Le crime était presque parfait en français, d'Hitchcock, avec les lunettes, donc, puisque c'est un film qui a été tourné en relief. Donc on avait tous les lunettes. À l'époque, l'écran était là, je crois. Il était de l'autre côté. Et donc, voilà, moi je pense que ce groupe d'étudiants, moi je suis resté en contact avec quelques-uns, sont des gens qui ont vraiment contribué sur 20 ans à faire en sorte que, voilà, qu'un certain type de cinéma, parce que bon, évidemment, il y a des films qu'on peut voir partout, mais qu'un certain type de cinéma ait sa place. Moi je suis vraiment très impressionné par le travail qui a été fait, par l'évolution de ce festival, quoi, qui est de plus en plus professionnel, qui est de plus en plus comment dire, enthousiasmant, qui est... Puis bon, la magie du festival en plein air aussi, hein, ça c'est quelque chose qu'on a un peu quand on va aux états généraux du film documentaire en Ardèche, donc à l'USAS. C'est quelque chose qu'on a ici, c'est quelque chose de rare, quoi. C'est vrai que voir un film, parce que moi je crois beaucoup à l'intelligence du groupe qui regarde un film. Je crois que quand on regarde un film chez soi tout seul, on ne le reçoit évidemment pas de la même manière que quand on est en groupe, quoi. Et quand on est un groupe qui en plus peut lever les yeux et voir les étoiles, je pense que c'est vraiment quelque chose ça n'a pas de prix. Et sur la... Je crois qu'il n'y a plus de... il reste 5 minutes, d'accord. Et sur l'évolution de l'art cinématographique à Nancy. De l'art cinématographique à Nancy. Bon, ça c'est plus compliqué. Bon, je dirais que Nancy est une ville où il y a peut-être en Lorraine le plus de réalisateurs de fiction, de documentaires, de courts-métrages, pour une raison sans doute historique. C'est le fait qu'il y a des études de cinéma depuis très longtemps à Nancy. Les études de cinéma à Nancy au niveau universitaire, ça a commencé il y a 30 ans, quoi. Donc il y a cette tradition, il y a des gens qui ont eu envie de faire des films. Il y a beaucoup de réalisateurs documentaires en Lorraine, il y a quelques réalisateurs aussi de films de fiction. Il y a un terrain qui s'est professionnalisé aussi, avec la création par la région du fonds de soutien à la production du visuel. Voilà. Donc je dirais que pour moi le cinéma à Nancy a vraiment de beaux jours devant lui, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets, un plan, un programme pour la réalisation de films? Si on peut les annoncer déjà. Oui. On va sans doute retravailler avec Serge sur un projet de film, dont j'ai pas très envie de parler pour l'instant parce qu'on est vraiment au tout début. Et puis moi, j'ai en projet, déjà de m'occuper de mes étudiants. Ça c'est quand même c'est au cœur de c'est quand même au cœur de mon activité, mais cette activité justement où cet enseignement auprès des étudiants est nourri par ma pratique. Si je continue à faire des films ou à faire des documentaires pour la radio, c'est aussi pour me retrouver face à des étudiants qui entendent une parole qui a à voir avec ce qui se fait en ce moment dans le milieu, quoi. Donc projet de film, voilà, et puis je vais faire à la fin du mois de septembre une série d'entretiens avec Charles Fitterman, qui a été un des membres très importants du Parti communiste français dans les années, on va dire, 60 à la fin des années 80. Et ce sera diffusé sur France Culture. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous, merci de nous avoir invités pour ce film. Et à bientôt. À très bientôt.